Pour commencer, quelques éléments de définition au sujet de l'inquiétude et de la rumination. La rumination, comme son nom l'indique, consiste à ressasser des pensées négatives au sujet d'événements passés qui ont souvent un lien avec nos échecs. Un exemple très classique et que vous avez déjà probablement vécu consiste à ruminer au sujet d'une conversation ou d'une interaction qu'on a pu avoir avec les autres, notamment nos proches ou notre partenaire. L'inquiétude est quant à elle tournée vers l'anticipation ou la réflexion sur les menaces ou les événements négatifs incertains. L'inquiétude est typiquement ce que vous pouvez ressentir si vous savez que vous aurez bientôt un entretien d'embauche ou si vous devez passer un examen ou une épreuve importante. La rumination et l'inquiétude ont en commun leur caractère répétitif et le fait d'être centré sur les pensées et les émotions négatives. Essayez de penser à la dernière fois que vous avez ruminé ou que vous vous êtes inquiété, il y a très peu de chances que vous pensiez à des choses positives. La rumination est un peu plus centrée sur le passé que l'inquiétude et accompagne plus souvent la dépression. L'inquiétude, quant à elle, est très caractéristique des troubles anxieux et en particulier de l'anxiété généralisée. L'inquiétude et la rumination, ou les pensées persistantes, sont des processus psychologiques tout à fait normaux. Ils vous aident à la fois à anticiper les dangers, mais aussi à mieux apprendre de vos erreurs et échecs. En cela, ils sont véritablement utiles et dans un passé lointain, celui de nos ancêtres, amélioraient considérablement nos chances de survie. Malheureusement, les pensées persistantes peuvent aussi devenir envahissantes et source de grandes souffrances. D'une part, pour des raisons normales, à cause du rôle de sécurité qu'elles jouent. En effet, le but des pensées persistantes est de nous éviter des erreurs et d'anticiper les menaces. Pour bien réussir, il est nécessaire que nous soyons un peu trop sensibles aux erreurs et aux menaces. De la même manière qu'une alarme incendie est souvent elle-même un peu trop sensible, elle peut par exemple se déclencher lorsque le grille-pain a trop grillé vos tartines, mais cette précaution est utile et nécessaire parce qu'elle vous assure que si un véritable feu se déclenche, votre alarme est suffisamment sensible pour toujours le détecter à temps. Vos pensées persistantes fonctionnent de la même manière, avec une tendance à parfois se déclencher dans des situations où elles ne sont pas utiles, même si elles restent utiles et bénéfiques la plupart du temps. En revanche, l'inquiétude et la rumination peuvent devenir contre-productives et une source de souffrance lorsqu'elles nous enferment dans l'inaction et les pensées ou émotions négatives. Dans ce cas, elles ne remplissent même plus leur fonction positive qui est de vous protéger et vont plutôt augmenter votre détresse sur le long terme. Les pensées persistantes ont tendance à vous prendre au piège et à vous bloquer dans un cycle où elles se perpétuent. Je vais aborder avec vous le premier type de mécanisme par lequel vous restez bloqué. Les pensées persistantes ont tendance à biaiser nos raisonnements. Tout d'abord par la fatigue. Il est difficile pour tout le monde de rester concentré et efficace sur une longue durée. Si cela fait plusieurs dizaines de minutes que vous êtes en prise avec des pensées persistantes, vos raisonnements vont naturellement devenir de moins en moins réalistes et de moins en moins efficaces. Pensez à ce qui vous arrive lorsque vous êtes fatigué. Une même tâche peut vous prendre 2 à 3 fois plus de temps. De cette manière, la fatigue créée par les pensées persistantes allonge votre réflexion. Ensuite, les biais de disponibilité, qui représentent le fait qu'on a tendance à utiliser en priorité les informations facilement visibles et accessibles pour réfléchir. Dans le cadre des pensées persistantes, les pensées négatives sont plus facilement accessibles que les pensées positives, et on a tendance à réfléchir en partant d'elles. Enfin, troisième élément, la charge cognitive. Lorsqu'on fait face à trop d'informations, trop de détails, cela rend la prise de décision et l'action plus difficile, ce qui nous pousse ultimement à continuer de réfléchir plutôt que d'agir. Il est très facile de se laisser prendre au piège des pensées persistantes parce qu'elles ont une très forte capacité à s'auto-alimenter. C'est un mécanisme très classique que l'on retrouve beaucoup dans l'anxiété et surtout la dépression. Par exemple, si je passe la plupart de mes journées dans mon canapé à ne rien faire, je vais de plus en plus avoir l'impression d'être inefficace et inutile, mais aussi que la vie est ennuyeuse et qu'il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il est vital que vous soyez capable d'identifier ces cercles vicieux dans lesquels vous vous êtes pris et de pouvoir y réagir le plus vite possible. Mais vous vous demandez probablement à partir de combien de temps et de répétitions peut-on dire que l'on est dans une pensée persistante. Et c'est une question tout à fait légitime. Il est difficile de donner un chiffre exact concernant la temporalité, mais par contre on peut utiliser des critères supplémentaires qui vont vous aider à trancher. Premier critère, première question, est-ce que ma réflexion mène à une action, une décision ou alors un plan d'action?
Si vous réfléchissez depuis plusieurs dizaines de minutes à un conflit que vous avez eu avec votre partenaire et qu'aucune décision ou plan d'action pour vous réconcilier ne s'est encore concrétisé, il y a de bonnes chances que vous soyez simplement en train de ruminer. Deuxième critère, est-ce que ma réflexion est utile et bénéfique? Par exemple, si vous vous inquiétez depuis plusieurs jours d'une épreuve qui arrivera dans une semaine, et que cela vous a empêché de bien dormir, et que par conséquent vous êtes très fatigué, il s'agit très clairement de pensées persistantes. Et ce, même si vous aviez à la base de bonnes raisons d'être inquiet.